Est-ce que tu t'es déjà demandé comment tu fais pour voir le monde qui t'entoure, hein? Comment fonctionne la vision? Comment fonctionne l'œil? Hein, c'est ce que je me propose ici de t'expliquer en termes très simples. Donc voilà, pour voir, bien sûr, la première chose qu'il faut, c'est de la lumière, ce que je représente ici avec le soleil. Alors la deuxième chose qu'il te faut, bien sûr, c'est un cerveau, et je dirais même plus que ce qu'il te faut, c'est une conscience, hein. C'est bien notre conscience qui prend conscience du monde qui nous entoure, hein. C'est cette conscience donc qui voit. Alors la conscience, je vais la représenter ici avec un personnage installé donc dans ce cerveau. C'est un personnage qui est installé dans son fauteuil et qui regarde un écran comme quand toi tu regardes ton ordinateur ou la télévision. Alors l'écran ici représente tout simplement l'image qui est formée par le cerveau. Alors, puisqu'en général on voit même à 3 dimensions, puisqu'on a 2 yeux, eh bien je vais mettre à ce personnage ici des lunettes 3D. Voilà, je vais le représenter ici en plus petit pour avoir de la place pour mes explications. Et la première chose que je vais représenter ici, en fait, c'est tout simplement l'écran qui est vu par ta conscience. Hein, donc l'écran qui représente en fait l'image qui est formée par le cerveau. Alors pour le moment, il n'y a pas grand-chose dans cette image, c'est une image noire, pour la simple et bonne raison que ce cerveau ne reçoit absolument aucune information, puisqu'il n'a pas de capteur lumineux. Alors les capteurs lumineux du cerveau, ce sont en fait des petites cellules qui ont la particularité d'être photosensibles, c'est-à-dire sensibles à la lumière. Alors c'est une cellule, comme toutes les cellules de ton corps humain, mais elle a la particularité de transformer la lumière qui lui arrive en électricité. Le signal électrique ici va être véhiculé par un nerf optique, ou une fibre nerveuse si tu veux, et ce signal se balade donc jusqu'au cerveau, et l'information là peut être traitée. Et grâce à ça, tu peux te rendre compte de la présence de lumière ou non. Et voilà, grâce au signal électrique qui arrive ici, on se rend compte de la lumière et l'image est donc maintenant lumineuse. Alors, ceci, ça ne s'appelle pas vraiment voir, ça s'appelle tout simplement se rendre compte de la présence de lumière. Par exemple, si je mets un objet ici devant cet œil extrêmement rudimentaire, par exemple une fleur, il n'y a pas grand-chose qui va changer, bien sûr. Cette fleur va recevoir de la lumière du soleil, elle va refléter cette lumière. Il y a un des rayons ici reflété qui va arriver au niveau de la cellule ici, mais tu te rends bien compte que ça ne va pas changer grand-chose au niveau d'éclairement qui est ici. Et en gros, il n'y a absolument aucune vision à proprement parler. On se rend juste compte de la présence de la lumière. Bien sûr, tu peux te rendre compte du niveau de lumière qui t'arrive. Par exemple, si un gros nuage arrive dans le ciel, il y a moins de lumière, l'image est moins lumineuse qu'avant, bien sûr. Voilà le nuage qui s'en va et la lumière revient. Ça, c'est à peu près la vision qu'a un escargot. Un escargot, il a ses yeux ici, au bout de ses antennes, et au bout de ses antennes, ici, il y a un petit regroupement de cellules comparables à ceci, des cellules photosensibles, qui transportent donc, sous forme d'un signal électrique, ici, jusqu'au système nerveux de l'escargot, qui transporte donc l'information. Il y a de la lumière, ou il n'en a pas, ou la lumière est forte, la lumière est moins forte. Voilà. Donc l'escargot a une vision très rudimentaire. Heureusement qu'on n'a pas un œil aussi simple que ça, parce qu'on ne verrait vraiment pas grand-chose. On verrait juste de la lumière, la présence de lumière ou non. Et en plus, on aurait vraiment une très drôle de tête. Donc voilà, tu te rends bien compte que pour faire des images, il faut plus qu'un simple œil comme ça. Il faut quelque chose de plus qu'une seule cellule, autrement dit. Et voilà, donc tu as compris que ce qu'il fallait, c'est un grand nombre de cellules. Et c'est bien de ça que notre œil est muni. Au fond de notre œil, il y a toute une surface qui est recouverte en fait de cellules photosensibles, telles que celles que je te présentais avant. Il y en a beaucoup, elles sont toutes reliées ici au cerveau par des nerfs. L'ensemble de ces nerfs constitue ce qu'on appelle le nerf optique. Et donc cette information arrive au cerveau, et le cerveau est câblé ici de manière suffisamment organisée pour que l'image formée par le cerveau corresponde en fait à l'image qui va être ici imprimée sur cette rétine. C'est-à-dire que à la position d'une cellule va correspondre ici une position précise dans l'image. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Le câblage du cerveau ici est fait de cette manière-là. Par exemple, si je prends une petite lampe de poche que j'éclaire ici
juste la cellule centrale, la cellule que je viens de représenter ici avec des lignes, hein, on voit la position des cellules, la cellule centrale est celle-ci. Si j'éclaire uniquement cette cellule centrale, eh bien c'est la cellule donc qui va s'allumer. Et donc on va se rendre compte ici de la présence de lumière juste cellule par cellule, et on voit comme ça la possibilité de former des images. Par exemple ici, si j'éclaire maintenant sur la gauche, sur la droite ici, pardon, ben voilà, je vois la cellule de droite ici qui s'éclaire. Je peux encore éclairer ici dans le haut et je vois la cellule du haut qui s'éclaire. Alors bien sûr, on voit qu'il est possible de faire un signal plus structuré qu'avec une seule cellule, mais ça ne suffit malgré tout pas. Hein, ceci ne suffit pas pour former des images. Parce que si on reçoit la lumière maintenant du soleil, plutôt que de prendre une petite lampe de poche qui éclaire cellule par cellule ici, je prends la lumière du soleil, et bien la lumière éclaire de manière uniforme ici toutes les cellules, et on a de nouveau ici une image complètement uniforme qui donne juste l'information sur la présence de lumière, le niveau de lumière qu'il y a. Si je place un objet devant cet œil rudimentaire, par exemple une fleur comme celle-ci, eh bien c'est la même chose que tout à l'heure. Cette fleur va recevoir de la lumière, elle va la rediffuser, et cette lumière diffusée va arriver ici, et on ne verra bien sûr rien de différent, hein, que si la fleur était là ou pas, ben, l'éclairage sera plus ou moins le même, on verra tout simplement la présence ou l'absence de lumière. Et donc avec un tel œil, ben, on ne peut pas vraiment faire d'image. En réalité, si, on pourrait faire des images, hein, par exemple, en prenant un écran ici, voilà, un écran noir comme ceci, qui empêche donc la lumière de passer. Ben, si je viens lever cet écran ici devant la rétine, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, les rayons lumineux sont arrêtés ici dans le bas, et donc je vais former tout simplement une image de cet écran ici. Hein, c'est un petit peu un jeu d'ombre chinoise que je fais là. Hein, là où la lumière ne passe pas, ben, effectivement, on voit du noir. Alors je vais me débarrasser des lignes ici, voilà, c'est plus simple. On va supposer qu'il y a beaucoup de cellules et que les lignes sont très serrées ici, un petit peu comme les pixels de l'écran que tu es en train de regarder, ben, tu ne vois pas les lignes entre elles. Hein, voilà, comme ça on voit l'image formée ici. C'est donc l'ombre, en quelque sorte, de cet écran qu'on verra sur la rétine. Alors, ben, voilà, on pourrait faire des images plus fines que ça. Hein. Par exemple, si je viens mettre la main ici, ben, je vais voir ma main forcément apparaître sur la rétine. Alors, ben voilà, c'est pas comme ça que fonctionne l'œil. Hein, tu t'en rends bien compte, on ne met pas les objets contre l'œil pour les voir, bien sûr. Et c'est heureux, hein, parce que sinon, de nouveau, on aurait une bien drôle de tête si nos yeux étaient juste des petites surfaces de cellules photosensibles. Ça ne serait vraiment pas extraordinaire. Mais voilà, et c'est pourtant l'œil que certains êtres vivants ont, par exemple ce petit plancton, eh bien, a une tâche comme ça, comparable à la rétine. C'est un ensemble de petites cellules photosensibles qui lui permet de voir s'il y a de la lumière ou non. Et s'il y a de la lumière, eh bien, il peut se diriger vers la lumière, là où en général se trouve sa nourriture. Un grand nombre de cellules ne suffit tout simplement pas, il faut plus que ça. Alors, essayez un peu d'imaginer un système qui permettrait de faire la différence entre un éclairement qui vient du haut, ici sur la rétine, et un éclairement qui vient de face. Donc, un système qui permettrait de faire la différence entre cet éclairement-ci et cet éclairement-là. Est-ce que tu peux imaginer ça? Eh bien, la nature l'a imaginé, hein, c'est tout simple. Ce qu'il a suffi de faire, en fait, c'est tout simplement de mettre ici une cavité, c'est-à-dire d'enfoncer la rétine au fond d'un creux, ce que je vais représenter ici par ce simple cylindre. Alors, ce cylindre, ben, il permet à la lumière de passer uniquement quand la lumière arrive dans l'axe du cylindre. Hein, tandis que quand la lumière vient, par exemple, du haut, comme on l'avait tout à l'heure, eh bien, cette fois-ci, la lumière est arrêtée tout simplement par les parois ici de ce cylindre, qui sont des parois donc opaques. Et maintenant, on a donc bien un système qui permet de faire la différence, c'est-à-dire un système qui permet de voir d'où vient la lumière, tout simplement. Hein, ici, ben, on ne voit pas d'image, hein. L'image est tout simplement noire parce qu'il n'y a pas de lumière qui passe. Alors que quand la lumière vient de face, vient dans l'axe du cylindre, on voit la lumière. Eh bien ça, c'est un début, hein, c'est une manière de faire plus que simplement voir s'il y a de la lumière ou s'il n'y en a pas. On sait en plus maintenant d'où elle vient, et ça, c'est quelque chose qui est précieux. Donc voilà, hein, quand le soleil éclaire là de haut, on ne voit rien, je sais donc que je ne regarde pas vers la source de lumière.
Et ça, ben, notre petit plancton ne l'avait même pas, hein, puisque lui, il a ses cellules ici photosensibles à la surface de son corps. Et lui, en fait, pour voir d'où vient le soleil, son truc, c'est de n'avoir un œil que d'un côté. Comme ça, ben, il a une idée, malgré tout, d'où vient la lumière. S'il a de la lumière, ben, ça veut dire que son côté, hein, ici, son côté gauche est dirigé vers la source de lumière. Il sait que c'est par là qu'il doit aller pour trouver sa nourriture. Voilà. Donc avec ça, ben, nous, on a mieux maintenant, puisqu'il suffit par exemple de lever ici les yeux, hein, pour se rendre compte que ben, la source de lumière vient du haut. Hein, j'ai maintenant de la lumière qui m'arrive, je sais que la lumière est par là. Et donc c'est un premier progrès. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça au niveau des images? Ben, pas grand-chose pour le moment, hein. Je pourrais reprendre l'écran que j'avais tout à l'heure pour former des ombres. Voilà, hein, les rayons lumineux qui sont ici ben, sont éliminés par l'écran, bien sûr. Il n'y a plus rien qui passe ici. Et donc, je vais éclairer seulement le haut ici de la rétine. Mais bien sûr, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que si la source est de grande dimension ici, ben on voit qu'il y a des rayons qui vont arriver comme ceci, et qui vont aussi un peu éclairer le bas, et donc on aura ici une zone d'ombre très 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 floue, hein, qui ne va pas donner aussi bien que tout à l'heure avec l'écran qui était contre la rétine. On voit qu'on a perdu un petit peu en capacité de faire des ombres précises. Alors pour faire des ombres précises, en fait, ce qu'il faut, ben, c'est éliminer cette possibilité d'avoir un éclairement à plusieurs directions ici qui donne ce flou très important. Hein, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, pour avoir une ombre précise, remplacer cette source par une petite source. Et pour ça, je prends ici une petite flamme de bougie. Cette petite flamme de bougie, ben, elle est quasiment comme un point ici, donc tous les rayons partent d'ici. Il n'y a aucun rayon qui vient ici descendre pour éclairer le bas de la rétine. Et donc, le bord est tout simplement plus précis. Alors voilà, le grand progrès réalisé par la nature, hein, dans l'histoire de l'évolution animale, a tout simplement été de créer ici un écran, non pas un demi-écran comme ici, mais un écran complet percé d'un trou. Hein, c'est ce que je vais représenter maintenant. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la lumière, forcément, est arrêtée partout, sauf là où il y a le trou, et donc ce n'est que la lumière qui arrive dans l'axe du trou et de la source. Hein, je prends la source, je prends le trou, c'est dans cet axe-là que la lumière arrive pour illuminer la rétine. Et donc, ici, qu'est-ce qui va se produire? Ben, on va tout simplement avoir une tache lumineuse centrée ici, comme l'est ce trou. Voilà l'image qu'on va obtenir. Et cette invention-là, ben, c'est tout simplement l'invention de la pupille. Hein, la pupille de l'œil, hein, c'est la tache noire que tu as au centre de l'œil, qui est en fait la tache qui fait passer la lumière. Alors, ben ceci, c'est déjà un premier élément d'image. Hein, on a quelque part ici l'image de la bougie. Hein, la bougie est une petite source de lumière, voilà, comme une petite boule. Et bien, on retrouve ici cette boule de lumière. Ici, on voit déjà apparaître cette notion d'image grâce à l'invention de la pupille. Alors, ben, l'œil, bien sûr, il n'est pas cylindrique comme ça. Hein. Dans la nature, les choses sont plutôt rondes. Donc voilà, l'œil s'est formé au fil de l'évolution comme une grosse sphère opaque. Hein, la lumière ne rentre pas par ici. Elle ne peut rentrer que par la pupille de l'œil. Et donc, voilà, un œil. Hein, si je l'éclaire, si je mets une source lumineuse ici, comme cette bougie, eh bien, je vois, quelque part, je peux dire déjà que je vois la flamme de la bougie. Et on va voir que les choses vont être plus précises que ça, bien sûr. On voit que si je lève, par exemple, la bougie ici, eh bien maintenant, les rayons lumineux vont tout simplement éclairer le bas. Et donc, la tache lumineuse qu'on voit est sur le bas. De même, maintenant, si je descends la bougie, eh bien, je vois que la tache lumineuse est formée sur le haut. Voilà, et donc on voit maintenant qu'on a une information beaucoup plus fine. Je ne dois même plus tourner l'œil vers la source pour me rendre compte d'où elle se trouve. Je vois que j'ai l'information directement sur l'image formée par le cerveau. Quand la tache est en haut, ça veut dire que l'objet est en bas. Quand la tache est en bas, ça veut dire que l'objet est en haut. Et maintenant, je peux mettre deux objets lumineux ici, par exemple deux bougies. Je vais doubler cette bougie ici. Et avec deux bougies, eh bien, je forme tout simplement deux images, forcément une qui sera la bougie supérieure qui est formée dans le bas, et l'autre qui est la bougie ici inférieure qui forme une image dans le haut.
je vois ici la bougie inférieure et là la bougie supérieure. Je suis en train de former une image des objets qui se trouvent devant mon œil. Alors, on peut également prendre des objets qui n'émettent pas directement de la lumière, comme ces flammes de bougie. Je peux prendre une fleur. Alors la fleur, elle n'émet pas de la lumière directement, donc elle doit avoir de la lumière du soleil. Cette lumière est reflétée ici. Voilà le rayon qui arrive ici, la lumière qui est reflétée dans toutes les directions ici. Et c'est le rayon de lumière qui passe par la pupille, qui est le seul que je vais donc pouvoir voir et qui va former ici donc une tache lumineuse qui se trouvera dans le bas de l'image. Et voilà, je pourrais faire ça bien sûr pour tous les points de la fleur pour montrer que ici se reproduira l'image de la fleur. Je ne vais pas faire pour tous les points bien sûr, ça serait impossible, donc je vais choisir ici un point au hasard, par exemple le point ici en haut de la feuille verte. Ici, donc voilà, le rayon lumineux arrive aussi là, il arrive partout, donc aussi en particulier sur la feuille ici. Il est diffusé dans toutes les directions et c'est le rayon qui passe par la pupille qui va former donc un point qui sera de couleur verte, parce qu'ici, on sait bien que la lumière du soleil contient toutes les couleurs. Quand tu vois un objet vert, ça veut dire qu'il n'y a que la lumière verte qui est reflétée. Et donc la lumière verte arrive ici uniquement en un point qui représente la position de la pointe de la feuille qui est ici. C'est le petit point vert qui vient d'apparaître là. Voilà. Donc maintenant, on peut montrer les deux en même temps. Le pétale jaune ici et la feuille verte. Voilà, le pétale jaune donnait ceci, la feuille verte donne un point. Voilà, je représente maintenant tous les points de la fleur, y compris la feuille qui est ici en bas. Alors, bien sûr, à côté de la fleur, par exemple, il y a le ciel ici qui envoie, lui, des rayons de couleur bleue qui vont passer ici, partout, au travers, je les représente comme ceci, partout au travers de la pupille, et qui vont mettre un fond bleu à la feuille. De même, ici en bas, on a l'herbe dans laquelle la fleur se trouve, et ça envoie plein de rayons verts ici, dans le haut de l'image. Et voilà donc ce qu'on va recevoir. C'est une fleur sur son parterre d'herbe. Alors, oui, là tu es un petit peu étonné, c'est qu'on voit cette image renversée. L'image de la fleur se forme effectivement ici sur la rétine, mais elle est renversée. Les pétales jaunes qui sont en haut vont donner ici une image jaune sur la rétine. L'herbe verte et les feuilles vertes qui sont ici sont en bas et elles vont donc apparaître ici en haut, les deux, l'herbe verte et les feuilles vertes. Et donc voilà, l'image est formée, mais elle est formée à l'envers. Mais en réalité, ce n'est pas du tout un souci, parce que la conscience qui est ici, elle n'a pas de poids. On peut très bien la retourner, elle n'est pas sujette à la gravitation. Et donc, le cerveau s'organise tout simplement pour inverser cette image, un petit peu comme si la conscience ici était renversée. Voilà, je la représente comme ceci. Et elle, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit l'image à l'endroit, bien sûr. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Il y a un renversement ici qui s'opère par la magie des neurosciences, de ce qui se passe dans ton cerveau. Et donc on voit l'image à l'endroit. Et voilà, c'est le principe de la vision. Voilà, alors c'est le principe rudimentaire de la vision. C'est ce qu'on appelle le principe de la chambre noire. On appelle ça une chambre noire parce que tout est noir ici dans ce... Il n'y a pas de lumière, si ce n'est de la lumière qui rentre par ce petit trou ici. Donc c'est le principe de la chambre noire, et ça ne permet pas en réalité de faire des images très précises, puisque ce trou ici a une certaine taille, à un point, ici va en fait correspondre le passage de plusieurs rayons. Et en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir très flou, ce que je représente ici. L'image de la fleur qu'on aurait avec ce principe, c'est bien une image, on se rendrait compte qu'il y a une fleur devant notre œil, mais on la verrait très très mal. Alors, pour voir un petit peu pourquoi on voit flou, je vais t'expliquer les choses ici avec un petit poids. On va supposer que je mets un petit poids devant ton œil. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le petit poids va recevoir de la lumière du soleil, il va refléter cette lumière vers ta pupille. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous ces rayons qui partent vers ton œil, certains sont arrêtés par la surface de l'œil, qu'on appelle la cornée ici, et les autres passent donc par ta pupille. Mais puisque la pupille a une certaine taille, bien sûr, il y a plusieurs rayons qui passent. Et on voit donc que même si l'objet est tout petit, un petit poids qu'on met à 3-4 mètres de toi, c'est tout petit, on voit que à cause de la taille de la pupille,
ben, il va former ce petit pois, même ce petit pois qui est tout petit, va former une image de grande taille. Ce que tu vas voir comme petit pois, ben, c'est finalement quelque chose d'assez important en taille, qui ne reflète pas en réalité la taille de l'objet. Alors si tu mets un deuxième petit pois à côté, eh bien, on ne va pas vraiment pouvoir les distinguer, puisque la tache ici est grosse, ben, l'autre petit pois, ben, il va aussi former une tache qui est grosse. Voilà, tous les rayons qui passent par la pupille qui sont représentés aussi. On voit qu'ils se chevauchent et l'image qu'on forme est finalement pas très différente. On ne va pas pouvoir distinguer deux petits pois qui sont l'un à côté de l'autre. C'est embêtant, on va voir très flou à cause de ça. Ce n'est que si je sépare ici les deux petits pois que je vais être capable de les discerner, comme tu peux t'en rendre compte, parce qu'ici, les deux taches lumineuses sont clairement séparées pour former donc deux points lumineux. Voilà, alors bien sûr, on peut améliorer les choses en diminuant la taille de la pupille. Voilà, c'est ce qu'on va faire ici. Si je diminue la taille de la pupille, ben, cette fois-ci, il y a le pinceau lumineux qui passe par la pupille, ben, tout simplement plus fin. Je forme une tache de plus petite taille. La tache est plus petite. Et maintenant, je peux mettre un deuxième petit pois ici. Et même s'ils ne sont pas trop éloignés ici, ben, j'arriverai à bien les distinguer. Je vois un petit peu moins flou. Alors, ben ça c'est... On pourrait se dire, ben voilà, donc c'est solutionné, il suffit d'avoir une pupille toute petite pour faire des images très précises. Mais en fait, ça ne marche pas bien comme ça, parce que si on rend la pupille trop petite, ben il y a très peu de lumière qui rentre dans l'œil. Et les cellules ici du fond de l'œil ne sont pas assez sensibles pour en détecter donc la lumière. Et donc, un œil comme ça ne fonctionnerait pas. En réalité, on ne peut pas rendre la pupille aussi petite qu'on le veut. On pourrait améliorer les choses en faisant un œil plus gros, par exemple, en gardant la pupille comme ceci, mais en faisant un œil plus gros. Pourquoi? Parce que si l'œil est plus grand, ben, ça veut dire que la distance qu'on va parcourir ici sera plus importante et on va pouvoir séparer mieux les deux points qu'il y a ici. C'est ce que je vais représenter maintenant. Si je prends un œil qui est plus grand, avec un plus grand nombre ici de cellules photosensibles dans la rétine, ben, effectivement, je serai mieux capable de séparer deux petits pois qui sont juste l'un à côté de l'autre, tout simplement parce que la possibilité de séparer les faisceaux ici est meilleure. Et donc la tâche que j'avais tout à l'heure va devenir meilleure que ça. Je verrai mieux les petits pois séparés. Tout ça pour dire que ce n'est pas l'évolution qu'a choisi la nature. Notre œil ne s'est pas développé en taille et la pupille n'a pas diminué en taille. Heureusement d'ailleurs, sinon on aurait un bien drôle d'œil. L'œil qu'on aurait en fait serait très grand avec un petit trou tout simple. Ce serait vraiment un très drôle d'œil. Et en réalité, c'est l'œil qu'a le nautile, cette espèce de mollusque qui date des temps préhistoriques. Eh bien, ce mollusque présente un grand œil, effectivement, un petit peu comme celui qui est représenté ici, avec juste un trou. C'est l'œil qui est représenté ici. C'est donc un œil rudimentaire et le nautile ne voit certainement pas très net avec cet œil. Donc voilà, qu'est-ce que la nature a choisi plutôt comme évolution? Eh bien, elle a choisi de munir ici la cornée, donc la paroi opaque de l'œil, avec une partie transparente ici devant, voilà qui est représentée. Donc c'est une partie ici, c'est une espèce de capuchon qui vient fermer la pupille, qui est un capuchon transparent, donc qui n'empêche pas le passage de la lumière. Et voilà, donc je vais représenter l'œil maintenant en coupe, plutôt que de le représenter comme ça en perspective de 3 dimensions. Voilà, je le représente ici en coupe. Donc on a toutes les cellules de la rétine qui sont ici. On a la cornée opaque qui est ici. À partir d'ici, elle devient donc transparente. Ici, elle est de nouveau opaque. Et là, on voit la pupille et on voit que la lumière passe seulement par la pupille pour former les taches lumineuses ici qu'on voit. C'est toujours notre petit pois ici qu'on est en train de voir. Alors pourquoi est-ce que ceci était la bonne solution? Eh bien parce que quand les rayons lumineux passent de l'air dans la matière ici de la cornée, eh bien les choses se passent de manière très particulière. C'est ce qu'on va appeler donc la réfraction. Quand un rayon lumineux arrive par exemple de l'air dans le verre, si on a ici une surface plane, donc je vais comparer ici tout simplement la cornée ici à une surface de verre. Quand le rayon lumineux arrive ici dans le verre, il n'y a absolument rien qui se produit. Le rayon lumineux continue tout droit. Par contre, si le rayon lumineux est incliné, eh bien l'inclinaison dans le verre est légèrement différente. Et si j'incline encore plus, l'inclinaison sera encore plus différente. On voit que la cassure du rayon ici
est tout simplement plus importante. Plus on se rapproche de 0 degré, ici, bien, plus la déviation est petite et elle devient complètement nulle quand on est à 0 degré ici, quand on est à l'horizontale. Voilà. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle la réfraction. Hein. C'est la réfraction de la lumière. C'est quelque chose que tu peux observer en fait tous les jours en regardant un simple verre d'eau, par exemple avec un objet dedans. Cet objet peut apparaître cassé. C'est un effet d'optique qui est dû à la brisure ici des rayons lumineux. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails ici. Je vais continuer à décrire ça tout simplement. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que le changement de direction de la lumière est d'autant plus important que l'angle avec lequel on arrive sur la surface est important. D'accord ? Donc par exemple, ce sera la même chose ici. Si je représente ce bloc de verre incliné avec le faisceau lumineux qui passe ici, eh bien, je vais avoir un changement de direction. C'est la même situation que j'avais. Hein, on voit qu'il y a un angle ici. On voit que ce rayon n'arrive pas perpendiculairement à la surface, il est comme celui qu'on avait tout à l'heure et on voit qu'il y a un changement de direction. On va donc avoir la même chose ici. Voilà. Et ceci sera d'autant plus fort, bien sûr, que l'inclinaison est forte. Plus l'inclinaison est importante, plus la déviation ici, le changement de direction est important. Et ça, eh bien, la cornée ici le fait d'un seul coup en étant tout simplement courbe. C'est ce que je vais représenter ici. La cornée est courbe. Ça veut dire que les rayons qui arrivent ici, en réalité, arrivent sur une surface qui est chaque fois plus inclinée. Et donc, le rayon ici, lui, il arrive perpendiculairement à la surface. Il n'est donc pas dévié. Par contre, les autres sont déviés. Et celui qui est le plus haut ici est le plus dévié. Et ceci montre la possibilité, en fait, de regrouper les faisceaux lumineux. Et c'est ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que les faisceaux lumineux, les rayons lumineux qui arrivent ici sur la cornée, eh bien, sont tout simplement regroupés ici au fond de l'œil. La courbure de la cornée, la courbure qu'on a ici, est telle que les rayons se rejoignent ici au fond de l'œil. Ici, on peut prolonger les rayons, on devine que c'est un point à peu près ici. Eh bien, pour la rétine, c'est ce qui va se passer. Donc pour l'œil, les rayons vont se concentrer ici sur la rétine. Et ça, c'est formidable. Ça veut dire qu'à un point, tel qu'un petit pois, correspondra tout simplement un point. Et maintenant, le petit pois qui était encore flou là, grâce à la courbure de la cornée, eh bien, je vais le voir tout précis. Voilà, et on va maintenant pouvoir former des images précises. Et ceci, c'est vrai, quelle que soit la position, je peux lever ici le petit pois, eh bien, je verrai ici une image très précise du petit pois qui aura changé de position, bien sûr, il sera tout simplement plus haut. Rappelez-vous que la conscience ici, elle est inversée, elle est renversée, et donc ce qui apparaît plus bas sur la rétine est vu plus haut, tout simplement parce que le petit pois est plus haut. Voilà, j'abaisse le petit pois, et le petit pois, effectivement, apparaîtra plus bas, toujours avec une concentration ici optimale des rayons grâce à la courbure de la cornée. Et voilà, et maintenant donc, je peux prendre un objet. Cet objet, je vais reprendre la fleur de tout à l'heure. Si je présente cette fleur devant l'œil, qu'est-ce qui se produit ? Les rayons lumineux arrivent ici, sur le pétale jaune, ils sont diffusés partout dans l'espace. Il y a juste un petit groupement de rayons ici qui passe par la pupille, voilà, je les ai représentés ici, et grâce à la courbure de la cornée ici, ils sont concentrés en un point ici. Un point de la fleur va correspondre à un point sur la rétine. Et voilà, je peux continuer comme ça avec tous les points de la fleur, et je vais en fait quelque part reproduire ici la fleur sur la rétine, et on va pouvoir voir la fleur telle qu'elle est, avec une grande précision. Mais les choses ne s'arrêtent pas là, les choses sont encore un petit peu plus compliquées. Voilà, pourquoi est-ce que c'est plus compliqué ? On peut s'en rendre compte si je rapproche ici la fleur de l'œil. Si je rapproche la fleur de l'œil, qu'est-ce qui se produit ? On voit que les rayons ici qui émanent d'un point et qui passent par la pupille, la pupille a une certaine taille ici, donc les rayons qui passent par la pupille ouvrent un certain angle ici, et si je suis plus proche, ici la distance est plus petite, pour une même taille de pupille, eh bien mes rayons forment un angle ici plus important. Voilà, et cet angle plus important ne va pas pouvoir être compensé par la courbure ici de la cornée, qui n'a pas changé forcément. La courbure de la cornée, elle est ce qu'elle est. Et donc, qu'est-ce qui se produit ? Ces rayons ne sont tout simplement plus ici rejoints en un point sur la rétine. En réalité, sur la rétine, ils forment encore un faisceau d'une certaine largeur.
la courbure de la cornée ne suffit pas à les faire ici se croiser sur la rétine. En réalité, on peut montrer qu'ils se croisent ici tout simplement plus loin. Et ça, c'est un problème parce que ça veut dire que quand on regarde un objet de très près, eh bien, on va le voir flou. Et donc, ce que la nature a inventé pour remédier à ce problème, eh bien, elle a inventé le cristallin. Le cristallin, c'est ce petit objet que je viens de représenter ici. C'est comme une lentille d'appareil photographique, par exemple. C'est tout simplement un milieu dont l'indice de réfraction est un peu plus élevé que l'indice de réfraction du milieu qui remplit l'œil ici. Alors le milieu qui remplit l'œil, c'est un liquide qu'on appelle l'humeur de l'œil. Voilà, donc l'indice de réfraction est plus élevé. Ça veut dire qu'on va pouvoir avoir un effet de convergence ici des rayons lumineux. Les rayons lumineux vont pouvoir, comme avec la courbure de la cornée ici, vont pouvoir tout simplement se croiser tout simplement ici sur la rétine. Et c'est donc ça qui se produit. Ils se croisent ici sur la rétine. Et si maintenant l'objet est un petit peu moins près ou un petit peu plus près encore, eh bien, on peut ajuster la courbure du cristallin de manière à ce que les rayons se croisent toujours sur la rétine. Et ça, pour l'ajuster, on a tout simplement un petit système de muscles ici. Ce sont les muscles du cristallin. Alors, voilà, ce sont les muscles qu'on utilise. Quand on regarde un objet de très près, on est obligé de contracter ces muscles. Et ça peut des fois faire mal d'ailleurs. Si on regarde de très très près pendant longtemps, ces muscles commencent à se fatiguer. C'est ce qu'on appelle accommoder la vision. Et voilà, donc ceci donne maintenant une image complète de comment fonctionne l'œil. Et tout ce que je t'ai raconté permet d'expliquer comment fonctionne l'œil, comment fonctionne la vision, comment est-ce qu'on arrive à voir le monde qui nous entoure. C'est un sens absolument extraordinaire, la vision, qui nous projette complètement vers l'extérieur, qui nous permet donc de voir le monde extérieur, de nous rendre compte du monde dans lequel nous vivons. Et voilà, donc tout ce que je t'ai expliqué a permis de comprendre pourquoi on n'a pas des yeux d'escargot, ce qui est fort heureux, pourquoi on n'a pas des yeux de plancton, et pourquoi on n'a pas des yeux de nautile, et pourquoi donc on a les yeux qu'on a, ce qui est tout de même beaucoup plus sympathique. Voilà, c'est ici que cette histoire se termine. Merci pour ton attention.